Le JavaScript fonctionne traditionnellement sur le navigateur, c'est pour ça qu'il a été créé. Sur Google Chrome par exemple, il fonctionnera grâce à V8. V8 étant une technologie créée par Google qui permet de lire le JavaScript pour le transformer en langage compréhensible par l'ordinateur. Si on veut faire tourner le JavaScript sur un serveur, il nous faudra encore une technologie comme V8 et d'autres outils, bien sûr, différents de ce qu'on aurait dans le navigateur, comme le DOM par exemple. Et pour cela, on a Node.js. Node.js utilise V8, mais il utilise aussi d'autres technologies comme libuv, qui permet de faire du multi-threading, mais ça, on y reviendra. Node.js nous permet donc d'écrire du JavaScript sur un serveur et nous donne tous les outils dont on aura besoin. Pour ce tutoriel, si vous voulez suivre avec moi, il vous faudra installer Node.js. Vous pouvez aller sur leur page d'accueil, c'est très bien expliqué. Vous téléchargez l'exécutable. Sur Mac, ça sera un peu différent, mais c'est très bien documenté. Une fois cette installation terminée, on va se retrouver sur notre éditeur de code dans un dossier vide et on va commencer par la première étape qui sera l'initialisation de notre projet Node. Pour ça, je vais ouvrir mon terminal et on va déjà regarder si Node a bien été installé en faisant node-version. Même si votre version n'est pas exactement la même que la mienne, c'est pas très grave, Node ne change pas aussi vite. Ensuite, on va faire une commande que vous allez certainement faire beaucoup de fois si vous vous servez de Node, qui est la commande npm init. Pour information, vous pourriez rajouter npm init-y pour ne pas avoir à faire ce qu'on va faire tout de suite, c'est-à-dire répondre à un ensemble de questions comme package name. Je vais laisser le nom par défaut. Vous avez le nom de la version, la description. Vous pouvez rentrer toutes ces informations qui vont concerner votre application. Entry point, ça sera le fichier de base d'entrée pour Node. Ensuite, le nom de l'auteur, je vais mettre le nom de la chaîne, l'instant code, et ainsi de suite. Vous pouvez taper OK pour tout, vous aurez tout par défaut. C'est à ça que sert l'option Y dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois que vous tapez Entrée, vous allez avoir un nouveau fichier qui s'appelle le package.json. Fichier extrêmement important dans un projet Node. Dans ce fichier, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Déjà, vous allez avoir les informations concernant votre application et vous allez avoir la partie script qui va vous permettre d'exécuter des lignes de commande. On fera une démonstration tout à l'heure, ça sera un peu plus clair. Pour l'instant, on va avancer et je vais créer donc ce fichier index.js qui sera le fichier d'entrée de Node. Comme on l'a vu tout à l'heure, Node est un contexte d'exécution, c'est-à-dire qu'il permet d'exécuter du JavaScript. Si je voulais exécuter du code à l'intérieur de mon index.js, pour l'instant, la solution traditionnelle, ça serait de le lier à un fichier HTML, puis d'ouvrir mon HTML dans un navigateur pour qu'il puisse l'exécuter, pour que le navigateur l'exécute pour moi. Mais là, on va voir que je ne vais pas avoir besoin de faire ça. Je vais créer deux variables toutes bêtes, A et B avec 1 et 2 et je vais console logger le résultat de l'addition de ces deux variables. Et là, pour ça, je suis un peu bloqué pour l'instant, mais grâce à Node, je vais pouvoir l'exécuter en tapant la commande node index.js. Je clique sur Entrée et je vais bien avoir le résultat de mon calcul. Une autre manière d'exécuter du JavaScript avec Node encore plus rapidement est de taper Node seul. Et là, je vais avoir un nouvel environnement qui va s'ouvrir, qu'on appelle REPL, qui va me permettre de taper directement du JavaScript dans la console qui sera exécuté tout de suite, comme dans la console de notre navigateur Internet par exemple. Ça peut être pratique pour tester rapidement les fonctionnalités de l'environnement de Node, sinon ça ne sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas, moi je m'en sers pas très souvent. Je préfère la console du navigateur pour taper mon JavaScript. Pour sortir de l'environnement, on va taper sur CTRL-C 2 fois et on va pouvoir continuer notre projet. Et on va aller faire un tour sur le site de NPM. NPM signifie Node
Package Manager. Grâce à Node, on va pouvoir installer des packages, c'est-à-dire des modules créés par d'autres développeurs qui vont nous permettre à nous de ne pas avoir à tout développer à chaque fois. Alors en cherchant, on va trouver des packages au sujet du CSS, par exemple tous les prépossesseurs, tous les autopréfixeurs. On a également comme package tout ce qui est framework, on va trouver Express et autres. Et des packages, il y en a un paquet. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a environ 300 000. Du coup, il y a vraiment pour tout, pour tous les besoins. Donc le site de NPM est plutôt bien foutu, il vous suffit pour explorer un package de cliquer dessus et vous aurez la documentation et pas mal d'infos sur sa popularité. Donc le nombre de téléchargements par semaine pour l'autre préfixeur qui est énorme, bien sûr, parce que c'est très pratique, et toute la doc qui est plutôt bien foutue. Donc de retour sur notre projet, on va installer notre premier package grâce à la commande npm install. On peut abréger cette commande en écrivant seulement npm i. Et là, encore une fois, on va avoir plusieurs options. npm i-g ou npm i-d. -g va nous permettre d'installer un package globalement sur notre ordinateur, pas seulement spécifique à notre projet. -d, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, nous permet d'installer un package en mode dev dependency. Et je vais vous réexpliquer. On va installer le package nodemon. Les options D et G sont, comme leur nom l'indique, optionnelles, c'est-à-dire que sans option, npm i nodemon, le package s'installera tout de même de manière par défaut, on va dire. Une fois le package installé, on verra la mention nodemon s'ajouter à mon package.json dans les dev dependencies. Les dev dependencies, ce sont des modules dont on a besoin pour le développement de notre projet, mais pas pour l'exécution du projet sur le serveur. C'est-à-dire le projet n'en a pas besoin pour fonctionner, mais on en a besoin pour créer le projet en tant que développeur. Si j'avais installé le package sans option, npm i nodemon, le package se serait ajouté aux dependencies normales, c'est-à-dire aux dépendances, dont le projet a besoin pour fonctionner. Alors maintenant qu'on a vu comment installer le package, on va s'en servir avec la commande nodemon index.js. Nodemon va se charger d'exécuter la commande node index.js à chaque fois que je modifie mon fichier. Donc si je modifie une valeur, il va s'actualiser et le réexécuter. Donc j'ai pas à me soucier de réexécuter à chaque fois, c'est très pratique. D'ailleurs, on l'a installé en mode dev dependency pour l'exemple, mais vous pouvez l'installer en mode global avec le -g parce qu'on s'en sert souvent et il n'y a pas besoin de le réinstaller à chaque fois. Pour quitter nodemon, vous pouvez faire CTRL-C tout simplement, et maintenant on va écrire notre premier script. Les scripts vont nous permettre d'automatiser certaines tâches. Par exemple, au lieu d'avoir à écrire nodemon index.js à chaque fois, je peux écrire un script plus court pour qu'il se charge d'exécuter cette commande pour moi. Je vais nommer ce script start, et dans start, je vais pouvoir lui dire quelle commande je veux qu'il exécute pour moi. Donc nodemon index.js. Ensuite, pour exécuter ce script, je vais pouvoir faire npm start. Alors, le script qui s'appelle nomera start est un peu particulier sur Node. Normalement, on met npm run start. Pour exécuter un script, il faudra mettre npm run le nom du script. Mais le script start, donc comme je viens de le dire, est particulier. C'est le seul qu'on peut exécuter seulement en mettant npm start. Donc la commande est courte, c'est très pratique. J'ai qu'à faire npm start et nodemon s'enclenche et va exécuter pour moi mon fichier index.js. Les scripts npm sont très puissants parce qu'ils permettent de créer des dépendances. Ils peuvent communiquer entre les différents scripts. Donc vous pouvez créer des scripts assez complexes pour enchaîner différentes commandes avec différents packages une fois que votre setup sera un peu plus évolué. Alors maintenant qu'on a vu comment installer des modules, on va voir comment créer un module. Un module n'est jamais rien qu'un fichier JavaScript externe qu'on importe dans notre fichier principal, qu'on utilise dans notre fichier principal.
Depuis ES6, il est possible d'importer et d'exporter nativement des modules grâce à JavaScript. Mais la syntaxe de Node est un peu différente, c'est cette syntaxe qu'on va voir tout de suite. Je vais donc créer un fichier mymodule.js qui sera mon module que j'importerai dans mon fichier index.js. Et en parlant de modules, on va faire un petit détour dans le dossier Node Modules. Et vous remarquerez qu'il y a déjà beaucoup de modules. Ce sont tous les modules dont NodeMon a besoin pour fonctionner. On a par exemple le module Chalk à l'intérieur, qui est un module qui nous permettra de coloriser les console logs, par exemple. Chalk signifiant créer, en anglais, ce module permet de colorier les console logs, les sorties de la console. Donc si NodeMon peut sortir en vert et jaune, comme on le voit là, c'est grâce à ce module-là. On pourra d'ailleurs aller faire un tour sur NPM pour voir à quoi ressemble le module. C'est une bonne manière de découvrir de nouveaux modules. Il y en a vraiment de très bons et de très populaires. Chalk en fait partie. 100 millions de téléchargements par semaine, c'est énorme. Vous en servirez certainement un jour. Bien, on va retourner dans notre fichier mymodule.js et on va commencer à écrire notre module grâce à la syntaxe module.exports. Cette syntaxe est propre à Node, elle n'existe pas dans le JavaScript, mais elle sera reconnue par Node puisqu'elle fait partie de son code. Nous, on va commencer comme exemple par exporter un objet. Dans cet objet, je pourrais mettre des propriétés et des méthodes. Donc par exemple une propriété stat avec un chiffre 5 et une méthode log qui console loggera tout simplement un texte pour la démonstration. Bien sûr, avec module.export, on pourrait exporter des variables, on peut exporter des fonctions, on peut même exporter des classes, on peut exporter n'importe quel objet JavaScript. Une fois que mon module.export est mis en place, je vais devoir l'importer dans mon fichier principal, mon fichier index.js, et pour ça, je vais utiliser la fonction require. Je vais donc créer une constante que je nommerai myModule, et à l'intérieur de cette constante, je vais stocker mon module grâce à require. Cette fonction prendra comme paramètre le chemin d'accès vers le module. Remarquez que je n'ai pas besoin de mettre .js à la fin de myModule. Node reconnaîtra de lui-même que c'est un fichier JavaScript. Maintenant, je vais pouvoir me servir de ce module en l'invoquant tout simplement comme n'importe quel objet, en utilisant la référence de myModule et en utilisant l'opérateur le point, l'accesseur, pour accéder à ma méthode. J'ai donc mon console log qui s'affiche en bas et qui s'affiche curieusement 2 fois de suite, mais c'est pas très grave pour l'instant. Et déjà, on a bien avancé. On a vu comment installer des modules extérieurs grâce à NPM, on a vu l'environnement NPM et comment créer nos propres modules qu'on pourra utiliser ensuite dans notre code. Maintenant, on va aller faire un tour sur la documentation officielle parce que Node nous donne l'accès à beaucoup de modules nativement. Et c'est l'étude de ces modules qui fera de vous un bon développeur Node. Donc sur le site officiel, vous pouvez aller dans l'onglet Docs, ensuite l'onglet version 14 ou version 16, et vous verrez tous les modules listés à gauche auxquels vous avez accès quand vous exécutez votre JavaScript grâce à Node. C'est assez intimidant, il y en a beaucoup, tous ne sont pas forcément utiles, vous en faites pas. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, ça vous donnera vraiment une vision d'ensemble de tout ce que Node est capable de faire. Alors de retour sur notre projet, en même temps j'ai résolu mon problème de NodeMon qui affichait 2 fois le résultat. J'avais déjà un processus qui tournait en fond, j'ai fait CTRL-C et maintenant ça fonctionne. Alors maintenant, je voudrais vous parler encore des modules. Et oui, encore et toujours les modules, c'est une partie importante de Node. Et je voudrais vous expliquer pourquoi on a accès à module.export ou le require. Chaque module, quand il est invoqué, est entouré, il est englobé dans une fonction. Node.js va exécuter notre module à l'intérieur d'une fonction. On appelle cette fonction le module wrapper. Il entoure les modules, sachant que chaque fichier JavaScript est considéré comme un module en Node.
Donc cette fonction ressemble à ça. On aura en paramètre l'export, l'objet require, module et les variables d'environnement filename et dirname. Tous ces paramètres sont donc en permanence accessibles sans avoir besoin d'utiliser require, accessibles dans n'importe quel fichier Node. Je vais vous en faire la démo d'ailleurs. On va remplacer le log en essayant de console logger la variable d'environnement filename. Cette variable nous donnera toujours le chemin d'accès vers le fichier dans lequel il se trouve. Et ça peut être extrêmement pratique. Dirname a un fonctionnement assez similaire, sauf qu'il nous donnera seulement le chemin d'accès vers le dossier. Dirname, on s'en servira donc très souvent pour accéder à n'importe quel fichier dans notre projet sans avoir besoin de se compliquer la vie avec les chemins d'accès. Maintenant, on va invoquer un nouveau module, un module Node dont vous vous servirez souvent, qui est le module Path. Ce module va nous donner un ensemble d'outils pour nous permettre justement de gérer les chemins d'accès plus facilement. On va d'ailleurs retourner vers la doc pour voir un peu à quoi ressemble ce module. C'est quelque chose que vous ferez souvent, donc c'est bien de s'y habituer. Dans la doc, vous avez donc le module et toutes les méthodes attachées à ce module présentées, les unes à la suite des autres. Join, dirname, format. C'est une bonne chose d'aller les explorer pour voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Donc nous, on va aller voir la méthode join. Vous avez donc les différents paramètres que vous pouvez donner à cette méthode, la valeur de retour et quelques exemples. Pour la démonstration, on va essayer d'accéder à un hypothétique fichier index.html. Pour ça, on va relier le nom de notre répertoire, de notre dossier, plus et rajouter à la suite donc notre index.html grâce au path.join. Et on verra tout en bas en valeur de sortie que j'ai bien mon chemin d'accès au bon format. Maintenant qu'on a vu comment exploiter toutes les fonctionnalités de Node, on va pouvoir créer un serveur, notre premier serveur, ce qui est quand même la partie intéressante de Node. C'est pour ça que Node existe. Pour créer un serveur, donc, nous allons avoir besoin du module HTTP. Ce module va nous permettre de travailler avec le protocole Internet HTTP. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de recevoir ou d'envoyer des informations sur le réseau Internet. Le module HTTP a été créé avec l'idée en tête de traiter l'information comme un flux, c'est-à-dire un flux continu de données. Si on va voir sur la doc, on peut voir que le module HTTP est vraiment énorme. Il y a énormément de classes différentes qui traiteront soit les réponses, soit les requêtes et tout ce qui est lié au protocole HTTP donc. Il est précisé qu'on doit utiliser require pour utiliser HTTP, comme avec Path. Il le précise parce que c'est pas toujours obligatoire. En plus de filename et dirname, on a des objets globaux qu'on peut retrouver dans globals. Alors on retrouve là dans cette partie notre dirname et filename, mais on a aussi la console, on a aussi le module et process. On va pas avoir trop le temps de s'étendre sur process, mais je vous conseille d'étudier cet objet. Cet objet va nous permettre de contrôler et d'accéder à des informations concernant le processus Node.js actuel sur lequel on travaille. C'est donc un objet très important. Alors on va pouvoir créer notre serveur. Je vais utiliser la méthode createServer sur mon objet HTTP, sur mon module HTTP. Cette méthode prendra en paramètre un request listener. Visual Studio me donne un indice à ce sujet. C'est une fonction qui sera chargée de gérer les requêtes et les réponses. On créera cette fonction après. Pour l'instant, je vais chaîner derrière la méthode listen qui sera chargée d'écouter un port spécifique de mon ordinateur, donc le port 3000. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel port, mais le port 3000, c'est un classique. On va passer ensuite à une fonction callback en second paramètre et on va simplement console logger un message pour dire que tout va bien et que le serveur est bien en route.
On va faire simple, on va mettre server listen port 3000. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit très bien correct. Server is listening on port 3000 aurait peut-être été plus juste, mais c'est pas très grave. On va se charger ensuite de créer la fonction request handler, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez bien sûr, la fonction qui se chargera de gérer les requêtes et les réponses. Je vais donc créer ma fonction requestHandler. Je vais utiliser une fonction fléchée. Cette fonction prendra donc deux paramètres. Le paramètre request et response. On va abréger avec rec et res. Avec le paramètre rec, on va gérer tout ce qui a à voir avec la requête, c'est-à-dire les messages entrants qui vont arriver sur notre serveur. Alors qu'avec res, on va gérer la réponse qui sera renvoyée ensuite sur le réseau. On peut maintenant, grâce à notre navigateur, essayer de se connecter à localhost 2.3000. On verra que le navigateur essaye de se connecter. Il cherche, mais il n'arrive pas à se décider parce que le serveur existe, il arrive à se connecter, mais il n'a pas de réponse. Donc rien ne se passe, il reste en suspens. Comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, Node traite cette connexion comme un flux de données. Donc pour résoudre ce problème, on peut mettre fin à ce flux. Pour ça, on va utiliser la méthode end, tout simplement sur la réponse, sur le res. Mais pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant, on peut utiliser la méthode write, qui va nous permettre d'écrire sur le flux réponse. Il y a deux types de flux en Node.js, les flux writable et les flux readable. Les flux sur lesquels on peut écrire et les flux qu'on peut lire. Alors vous voyez que notre démo ça fonctionne pas, c'est normal, on écrit sur le flux de réponse mais on ne l'éteint pas, on ne le ferme pas. Donc il n'arrive pas à se clore, du coup il tourne encore dans le vide. Si on rajoute res.end, je pourrais ensuite actualiser ma page et j'aurai bien mon message. Le concept de flux est très important dans Node.js, donc je vous conseille de vous pencher sur la question. Évidemment, hélas, on n'aura pas la possibilité de s'étendre sur le sujet dans cette introduction, mais on refera une petite démo un peu plus tard pour revoir un peu comment ça fonctionne. Alors là, on a écrit un message avec res.write, mais on peut le faire aussi directement dans le .end. Ça reviendra au même. Ça écrira le message, ça enverra le message au moment de clore le stream. Mais le res.write, c'était pour faire la démonstration, c'est un peu plus clair comme ça, je trouve. Alors, on va retourner un petit moment sur la doc, parce qu'il y a tout sur la doc, et on va regarder les streams, justement, pour en voir un peu plus. Et on peut voir qu'il y a une partie Readable Streams. C'est tous les streams qu'on pourra lire. Vous retrouverez une liste de plusieurs modules ou plusieurs sections, les HTTP ou le FS Read Streams qu'on verra dans un instant. Alors même si vous n'êtes pas très bon en anglais, je suis sûr que vous comprendrez assez bien la description. From a source, for a source from which data is consumed. Une source depuis laquelle les données sont consumées. Et si on fouille un peu dans la doc, ce que je vous conseille de faire, on trouvera bien sûr un exemple des différents writable streams, tous les streams sur lesquels on pourra écrire. Bien, on va retourner sur notre projet. Maintenant que vous avez compris le principe de flux, on peut faire une démo, on peut enchaîner bien sûr, et c'est le principe des flux, on peut rajouter les informations les unes après les autres, donc enchaîner les res.write et ça fonctionnera toujours. Ils les mettront les uns à la suite des autres jusqu'à ce qu'on ferme grâce au end le stream. Maintenant qu'on s'est intéressé à la réponse qu'on peut fournir à notre requête, on va regarder notre requête. Je vais faire un simple console log pour commencer et on va voir en bas dans ma console va s'afficher toutes les informations auxquelles j'ai accès dans la requête et il y en a un paquet. Je sais quel navigateur a fait la requête et de quelle manière. On va commencer par trouver une information assez simple, on va essayer de récupérer l'URL, c'est-à-dire à quelle adresse exactement le navigateur a tenté d'accéder en communiquant sur le port 3000. Pour ça, je vais faire un console log de rec.url et je vais essayer de me connecter à localhost 3000/test et on verra mon adresse, mon URL, sortir sur ma console.
Cette information va nous permettre bien évidemment de créer les routes, de pouvoir me connecter à plusieurs endroits sur mon site. Je vais donc stocker cette info dans une variable. Mais avant d'aller plus loin, avant de créer mes routes, on va essayer de voir comment distribuer un fichier HTML. Alors tout simplement, déjà, je vais commencer par créer mon fichier HTML. Je vais ajouter le boilerplate de Visual Studio, un titre tout simple, un achat à l'intérieur. J'accélère un peu parce que c'est pas passionnant et on va passer à la suite. Une fois mon fichier HTML créé, je dois récupérer ce fichier grâce à Node pour pouvoir l'envoyer. Pour manipuler les fichiers et les dossiers, je vais utiliser le module FS. Le module FS, c'est un des modules les plus importants de Node. Il vous permettra de créer des fichiers, les supprimer, les lire, avoir des informations à leur sujet et la même chose pour les dossiers. Je vais donc utiliser la fonction fs.readFile pour lire le fichier. Cette méthode recevra plusieurs paramètres. Le chemin pour accéder au fichier que je désire lire. Ensuite, le second paramètre sera l'encodage. Je vais supprimer les res.write pour laisser la place à mon fichier. Le second paramètre, donc l'encodage, je vais mettre null. Et en dernier paramètre, on aura la fonction callback qui sera exécutée quand Node aura lu mon fichier. Cette fonction recevra deux paramètres, erreur et data. Erreur en cas de problème, évidemment, et data, ce sera les informations concernant le fichier. On va faire un simple if-else pour voir s'il y a une erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va envoyer le résultat de la lecture du fichier dans notre réponse. Une fois ce code mis en place, je vais pouvoir actualiser ma page. Bien sûr, il faudra que j'actualise sur le bon URL, donc pas /test. Et on verra une erreur. Et c'est tout à fait normal. La fonction readFile est asynchrone, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de lire mon fichier en arrière-plan pendant que j'ai le temps de faire autre chose dans mon code. Et ce que je fais d'autre ensuite, après readFile, c'est res.end. Donc je vais fermer mon flux, mon stream, avant d'écrire dessus. Parce que à l'intérieur de ma fonction readFile, j'ai bien le res.write. Mais cette fonction, elle sera enclenchée que quand j'aurai terminé de lire mon fichier. C'est-à-dire très certainement après un peu de temps. Donc c'est pas dans le bon ordre. Donc j'ai l'erreur de code en bas. Error stream write after end. Et faites attention à ça, ça peut être un peu piégeux. Si Node est capable de réaliser des actions asynchrones, c'est grâce à la librairie libuv, entre autres, qui donne des outils pour faire du multithreading. Et c'est un sujet un petit peu complexe, donc je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais c'est une autre chose encore au sujet de laquelle vous devriez vous intéresser si vous voulez vraiment comprendre Node. JavaScript, par nature, ne peut faire qu'une chose à la fois. Ça, on appelle ça le single threading. Et grâce à Node, on peut faire plusieurs choses à la fois, simultanément. On appellera du multithreading, en gros. Et si on a besoin de faire du multithreading, c'est parce que certaines opérations coûtent cher en performance, en CPU. Elles prennent du temps et elles bloqueraient sinon la boucle, notre event loop, la boucle qui se charge en JavaScript de tout le temps s'occuper des requêtes, de traiter des requêtes les unes après les autres sans bloquer notre code. Lorsque l'on code sur le navigateur, c'est Google Chrome qui se chargera de l'event loop, qui nous permettra de faire des opérations asynchrones, en dehors donc de notre fichier JavaScript principal. Et avec Node, on a en plus accès à certaines opérations plus intensives grâce à libuv, donc grâce à du code C++ qui peut travailler sur plusieurs cœurs de notre CPU. Donc pour résoudre notre problème, je vais bien mettre la fonction res.end à la fin de ma fonction fs.readFile pour que le stream se ferme seulement quand il a terminé de lire et d'envoyer mon fichier HTML. Et on aura enfin le titre H1 sur notre droite qui apparaîtra. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, on va pouvoir s'occuper de notre URL et de créer les routes. Pour ça, je vais utiliser un simple if-else. Si l'URL est égal à crypto, c'est le prochain module qu'on va étudier,
Si l'URL est égale à crypto, donc exécute ce code, sinon envoie le index.html. Voilà. Alors si vous trouvez que le code commence à être un peu brouillon avec les if-else, c'est normal, c'est pour ça qu'on a créé les frameworks par-dessus Node, comme Express, dont vous avez dû entendre parler. Alors le module crypto donc va me permettre de faire de la cryptographie, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les mots de passe. Ce module me donne accès aux fonctions d'OpenSSL. OpenSSL étant une espèce de boîte à outils avec plein de fonctions pour faire du chiffrement. Alors honnêtement, vous en aurez certainement pas besoin tous les jours, mais c'est un module assez simple à comprendre et assez intéressant. On va donc hasher un password avec la fonction crypto.pbkdf2. On va utiliser la version synchrone de la fonction pour voir que, juste pour la démonstration, que c'est une fonction qui prend beaucoup d'énergie. C'est le genre de fonction qui va bloquer notre code trop longtemps, si on ne le fait pas de manière asynchrone. Souvent, en Node, vous avez le choix entre les fonctions en mode synchrone ou en mode asynchrone. Cette fonction prend plusieurs paramètres. On va déjà avoir le mot de passe, ensuite le salt qui permet de faire le salage du mot de passe. C'est une technique de cryptographie. Si ça vous intéresse, je vous conseille de chercher, c'est passionnant. Ensuite, on a le nombre de passages de l'algorithme là-dessus. On va l'utiliser 10 000 fois. 64 sera la longueur de la valeur de sortie et SHA-512 l'algorithme, la fonction de hachage. Je pourrais ensuite envoyer le résultat sur la réponse pour qu'il s'affiche sur mon navigateur. Avant, il nous faudra retransformer la réponse en chaîne de caractères avec la fonction toString. Bien sûr, j'ai fait une faute, c'est pas EU toString mais X. Donc je vais changer le X pour que ça fonctionne un peu mieux et je vais pouvoir aller sur la page localhost 3000/crypto et je vais recevoir mon password haché. Les fonctions crypto sont intéressantes parce qu'elles sont très gourmandes en calcul. Donc on peut faire des tests assez intéressants. Si je fais 1 million de passages, on verra que l'ordinateur commence à prendre quelques secondes pour travailler. Le module crypto fait partie des modules qui sera traité grâce à libuv. Il sera donc étalé sur les différents cœurs du CPU pour éviter qu'il ne bloque le reste de mon code. Maintenant qu'on a vu ça, et pour finir, on va faire une dernière expérience sur les readable et writable streams. Comme je vous l'avais promis, on va y regarder une dernière fois comment ça fonctionne. Parce qu'en plus de pouvoir manipuler ces flux de données sur lesquels on peut écrire et qu'on peut lire, on peut créer nos propres flux, nos propres supports de flux. Je vais créer une nouvelle route que je vais appeler cette fois stream. Ensuite, je vais créer un flux de données sur lequel je pourrais écrire. Et pour ça, on va faire appel au module fs. Je vais utiliser la méthode createWriteStream. Cette fonction prendra comme paramètre le chemin de destination de mon flux de données. Je vais créer cette destination tout de suite en créant un nouveau fichier test.txt. Je vais ensuite accéder à ce fichier en faisant une manipulation que vous prendrez vite l'habitude de faire, c'est-à-dire path.join, dir name, virgule, le nom de mon fichier. C'est une manière sûre d'avoir un chemin d'accès précis. Une fois que j'aurai mis ça en place, je vais utiliser la même méthode que pour écrire sur ma page web. Je vais utiliser le write, c'est-à-dire stream.write pour écrire sur mon flux de données. Pour la démonstration, on va seulement écrire une chaîne de caractères, un message court et simple, mais vous vous doutez bien qu'on pourra faire des manipulations bien plus complexes, en envoyant des flux de données d'images, par exemple, de vidéos ou de n'importe quoi. Je ne vais pas en parler dans ce tutoriel, mais il y a pour ça aussi la méthode pipe, qui est très pratique. Pipe va permettre de renvoyer une donnée d'une source à une destination, dans un flux continu. Donc, si je modifie maintenant mon URL pour mettre stream et que je clique sur entrée, eh bien, ça ne marchera pas. Et pourquoi ? Parce qu'il me dit path is not defined.
Et effectivement, c'est une erreur qui vous arrivera probablement de faire aussi, j'ai pas, invoqué le module. Donc, tout simplement, je vais aller en haut de mon fichier et invoquer ce module. Une fois mon erreur corrigée, je vais pouvoir retourner actualiser ma page et on va voir que mon message va s'écrire sur mon fichier texte. Alors notre navigateur continue de chercher tout seul, c'est normal, on a mis le rest.end sur notre stream qui écrit dans le texte et pas sur le stream de notre URL. Donc je pense que vous avez compris le principe. Et on arrive lentement mais sûrement sur la fin de ce tutoriel, sur la fin de cette introduction. La meilleure manière de progresser en Node est d'explorer les modules. En tout cas au début pour comprendre vraiment tout ce que peut faire cette technologie pour vous. Dans cette introduction, j'ai fait de mon mieux pour vous présenter les principes de base. Donc libUV qui permet de faire du multithreading. On aura vu également NPM et les modules et quelques modules et comment s'en servir, quelques modules natifs de Node. On se servira surtout de Node avec un framework, comme Express par exemple, ou Fastify qui vient à la mode parce qu'il est plus rapide. On a des frameworks encore plus évolués par-dessus ces frameworks, comme Nest.js, qui est un des plus aboutis pour l'instant, je vous conseille d'y jeter un œil. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, merci beaucoup. La vidéo était assez longue et assez dense, j'espère que vous aurez appris tout ce qu'il vous faut pour commencer avec Node. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore d'être resté avec moi jusqu'au bout et prenez soin de vous.